Bonjour à tous, c'est bien sûr un plaisir de vous retrouver cette année encore pour les rencontres économiques qui ne se passent pas à Aix-en-Provence cette année, ça ne vous a pas échappé, mais à la Maison de la Radio où vous êtes tous les bienvenus. Alors, 3 invités de marque sont avec nous pour cette session spéciale consacrée à l'avenir de l'économie européenne. Depuis l'autre côté de l'Atlantique, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Blanchard, qui fut longtemps le chef économiste du FMI et qui est aujourd'hui professeur au MIT. Et Olivier Blanchard, vous dirigez également, avec Jean Tirole, la commission d'experts dont vient de s'entourer Emmanuel Macron. Olivier Blanchard, bonjour. Avec nous aussi, depuis Berlin, mais surtout dans notre studio, nous avons l'honneur de recevoir le ministre de l'économie et de l'énergie allemand, monsieur Peter Altmaier. Et à mes côtés, ce n'est pas son collègue français Bruno Le Maire qui est assis dans le studio. Actualité et remaniement en cours oblige, ça ne vous a pas échappé. C'est avec Éric Woerth, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, que nous allons débattre. Et c'est un plaisir, Éric Woerth, de vous recevoir dans ce studio. Beaucoup de sujets à aborder pendant cette heure, donc entrons très vite dans le vif et commençons peut-être par tenter de dresser la situation économique de l'Europe, qui n'est certainement plus l'épicentre du coronavirus, mais qui pourrait bien être l'épicentre d'une belle crise économique. Alors, qu'en pensez-vous et comment voyez-vous la situation évoluer à moyen terme, d'ici 5 ans par exemple, compte tenu des politiques économiques qui sont menées en ce moment? Je me tourne tout d'abord vers Olivier Blanchard, qui est de l'autre côté de l'écran, pour lui poser ces questions. Très bien. Donc la question a été posée, donc c'est mon tour de répondre, avec plaisir. Si j'avais à résumer en une phrase, ce que je dirais, c'est que pour l'Europe, je suis plus optimiste que la plupart des observateurs. Je crois que le pire du point de vue économique est derrière nous. On est tombé dans un trou très profond. Il fallait prendre des mesures très fortes pour endiguer le virus. On l'a fait, mais ça a amené une très grosse diminution de l'activité économique. Et la question, c'est à quelle vitesse, la manière dont je pense aux choses, c'est à quelle vitesse on va remonter la pente, on va sortir du trou. Là, je vois 3 étapes ou 3 phases. La première, qui est à court terme, qui est quelques mois, on va avoir de très bonnes nouvelles. Le taux de croissance va être élevé, le taux de chômage va diminuer, le nombre de gens en chômage partiel va diminuer. C'est un effet presque mécanique. C'est juste dû au fait que beaucoup d'entreprises vont réouvrir, pas toutes, mais beaucoup. Elles vont pas marcher à plein régime, mais elles vont recruter, elles vont récupérer un certain nombre de gens qui vont travailler. Donc, à mon avis, les chiffres vont être assez bons probablement jusqu'à la rentrée ou un peu plus tard. Mais d'une certaine façon, c'est un faux signal. Parce que la deuxième étape, ça va être une fois qu'on a fait ça, de faire ce qu'il faut pour éviter les catastrophes. Et là, l'étape, je la vois, disons, de la rentrée à l'arrivée du vaccin ou de la disponibilité du vaccin. C'est une période dont on ne connaît pas la durée, dont on espère que ce sera entre 6 mois et 1 an et demi. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir de grosses difficultés financières. À la fois parce qu'ils ont des coûts supplémentaires dus aux gestes barrières, les applications, ou l'hésitation des gens à utiliser leurs services. Donc, la liste sont les restaurants, les hôtels, le transport, etc. Et là, si on fait rien, ça risque d'être pas catastrophique, mais très ennuyeuse, très important de prendre des politiques très fortes pour éviter les catastrophes pendant cette période. Et puis la troisième phase, vous avez dit 5 ans, donc la troisième phase qui avance dans 1 an et demi, c'est de s'occuper de prendre en compte les changements très importants qui vont rester même après que les vaccins soient disponibles. On a appris à changer la manière dont on travaille, le télécommuting va devenir quelque chose de beaucoup plus important. On ne sait pas encore quelles sont les implications de tout ça.
mais on sait que ça va probablement diminuer une partie du trafic aérien, que ça va changer la structure des villes, que ça va avoir toute une série d'effets auxquels on pense mal, et il va falloir traiter ça, et ça va prendre des années. Donc, pour résumer, très bon cher, mais il faut faire attention. Une année et demie très difficile, et puis après ça, s'occuper de l'économie telle qu'elle aura à changer. Voilà. D'accord, très bien, merci. Donc cette économie post-vaccin, post-Covid que vous venez de nous décrire. Monsieur Altmaier, du coup, on a envie de vous demander, vous, votre point de vue depuis Outre-Rhin, comment vous voyez, vous, cette économie européenne évoluer ? Oui, bonjour à vous tous. Je suis largement d'accord avec l'analyse, mais je voudrais ajouter au moment, à stade actuel, nous vivons la crise économique la plus forte que nous avons jamais vue pendant notre vie active en ce qui concerne notre génération. En ce qui concerne l'économie mondiale, les prévisions du Fonds international monétaire nous disent une récession avec une perte de 4% cette année. Ça veut dire une crise économique 40 fois si fort que la crise mondiale dans les années 2008-2009, c'était la crise bancaire. Ça se traduit évidemment, pas totalement, mais ça se traduit, ça aura des effets pour l'économie européenne, des effets néfastes, mais nous avons, je crois, et là je suis d'accord avec notre collège de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons déjà vécu 2 mois que je pense ont été les pires en ce qui concerne 2020. C'était le mois d'avril et le mois de mai. Nous allons maintenant affronter un défi court terme. Le défi court terme, c'est de préserver les structures économiques, de sauvegarder le fonctionnement des chaînes de valeur et d'éviter des changements, des ruptures trop fortes. Au moyen terme, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre-novembre, je prévois une croissance économique d'abord un peu faible, l'année prochaine beaucoup plus fort. Évidemment, tout cela dépendra de la situation au plan mondial, notamment l'évolution de la pandémie aux États-Unis et dans d'autres pays industriels concernés. Donc, ce sont les devoirs à faire. D'abord stabiliser, ensuite donner des incentives à l'économie et notamment notre recovery plan au niveau européen. Et bien sûr, au long terme, il reste tous les défis que nous avons déjà identifiés avant la crise, restent toutes les provocations concernant le protectionnisme international, restent tous les défis liés à la numéralisation, liés à l'innovation technologique. Et là, évidemment, l'Europe doit faire preuve de sa capacité d'agir et d'agir rapidement, même pendant le temps de la crise. Merci, Monsieur Altmaier. Alors, Éric Woerth, je vous ai vu prendre des notes pendant l'intervention de vos prédécesseurs à ce micro. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic qui vient d'être posé ?
Oui, globalement, je suis d'accord. La situation, elle est très différente entre les pays. On a abordé cette crise dans une situation très différente entre les pays européens, dans le monde entier évidemment encore plus, mais en Europe c'était déjà le cas. Je suis pas sûr qu'il y avait plus d'homogénéité économique au moment de la création de l'euro. Finalement, on a conservé des différences très très fortes. Et la France a abordé quand même cette situation de crise très profonde, avec des points de faiblesse. C'était une situation de finances publiques pas rétablie, même si elle était en cours de rétablissement, mais pas rétablie par rapport à d'autres pays, et puis un chômage de masse, lui aussi en voie d'amélioration, mais enfin qui restait très élevé. Donc ça veut dire que les efforts que la France elle doit faire sont des efforts qui sont plus importants presque que les autres pays. Et puis il y a quand même cette idée globale que la crise, les crises d'une manière générale sont des opportunités. Quand on dit ça, enfin on s'en passerait bien de ce type d'opportunités, mais in fine, c'est des opportunités. Si on ne saisit pas ces opportunités, c'est pas bon. Et ces opportunités, elles peuvent être la meilleure ou la pire des choses. On peut voir des pays qui décrochent complètement, alors qu'ils étaient un peu à la traîne, on peut les voir décrocher, et puis on peut voir aussi des forces, au contraire, ou des faiblesses devenir plus convergentes et où on fait des efforts. Moi, je parie là-dessus. Je pense que de toute façon, la situation, c'est qu'aujourd'hui, on rencontre une situation de récession sans précédent, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Sans précédent, donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire des rebonds en V, en U, enfin toutes les formes de l'alphabet peuvent y passer. Ça peut être aussi en W, on le cite assez rarement, mais enfin s'il y a un vrai rebond, ce que personne ne souhaite et ne pense, mais enfin s'il y a un vrai rebond, c'est plutôt de cette sorte-là. Donc face à cela, il y a des attentes culturelles qui ont aussi changé, les populations ont changé, c'est vrai en France, je ne sais pas, je pense que ça doit être vrai également en Allemagne, aux États-Unis, je n'en sais rien, mais on voit bien qu'on a mieux intégré des éléments de changement qui doivent être aujourd'hui mis en œuvre dans nos modes de production ou nos modes de vie tout court. L'écologie, ça va de soi, le numérique, enfin tous ces sujets majeurs sont des sujets qui deviennent des attentes culturelles. Donc on est mieux en phase pour les transformer qu'on ne l'était avant. Et puis il y a quand même une compétition entre les grands chinois et américains qui devient totalement avivée, géographique, politique, économique, enfin de toute nature. Et donc là, le rôle de l'Europe, soit l'Europe elle réussit à exister dans ce monde compliqué, soit elle diverge définitivement. Et je pense qu'à 5 ans, il y a plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est l'éloignement, c'est-à-dire mode expansion de l'univers. Toutes les planètes de l'Europe et tous les pays de l'Europe s'éloignent au fur et à mesure du temps. Évidemment, c'est un scénario très noir, oui. et il faut l'éviter. Oui. On n'est pas loin de cela. Avant la crise, on n'était pas loin de cela. Donc utilisons cette crise pour éviter ce mode expansion de l'univers. Le deuxième point, c'est des coopérations renforcées, c'est-à-dire des ambitions revues à la baisse. On renforce des coopérations bilatérales ou trilatérales en fonction de ci ou de ça. Puis le troisième point, c'est des convergences collectives plus fortes, c'est-à-dire qu'on explique ce qu'est la souveraineté de l'Europe, j'y reviendrai. On explique que la fiscalité, de temps en temps, il faut faire un peu c'est pas complètement anodin, donc il faut faire évoluer les règles européennes là-dessus. Les enjeux communs, on essaye d'y faire front commun. Les enjeux de pandémie, les enjeux d'écologie, c'est des enjeux mondiaux, mais enfin déjà on essaye d'avoir des positions communes. Le climat social, les populations sont avivées, sont extrêmement sensibilisées par beaucoup de choses différentes selon les pays, mais les courants migratoires, par exemple, ont évidemment vraiment chahuté l'Europe. Donc on voit qu'à ce moment-là, il doit y avoir quelques réponses sociales. L'Europe est très absente de cela. Et puis évidemment, des éléments de politique étrangère pour répondre à ce concept géostratégique. Donc il faut relancer, il faut qu'il y ait une relance européenne collective. Et moi, je salue les initiatives qui ont été prises par le ministre Altmaier et l'ensemble du gouvernement allemand, mais aussi par le gouvernement français. C'est extrêmement important. Donc, parce qu'il y a du collectif et parce qu'on se dit que la solidarité peut exister en Europe, alors qu'on se le disait de moins en moins. Donc, tant mieux, c'est un bon point issu de cette crise. Encore faut-il maintenant passer à l'action et puis relancer l'économie dans chaque pays en ayant quand même un tout petit peu en tête, on l'oublie souvent, qu'on a un bien commun qui s'appelle l'euro et que ça nécessite évidemment de plus en plus de convergence.
Merci beaucoup Eric Woerth, vous me faites ma transition toute trouvée, parce qu'avant de parler des défis, on fera reparler nos intervenants des défis de l'Europe, on a bien compris que c'était l'enjeu à moyen et long terme. J'avais envie de parler de l'état de l'Union européenne en général et du couple franco-allemand en particulier. Nous avons la chance d'avoir Monsieur Altmaier sur le plateau. J'en profite aussi, parce que je ne vous l'ai pas dit en début de session, posez vos questions sur le site du cercle des économistes, des rencontres économiques. C'est aussi votre session, donc on prend vos questions à la fin de notre session, on discute aussi de ce qui vous intéresse. Et donc avant de parler des défis, l'Europe, la situation du couple franco-allemand, la France cigale qui dépense un peu trop, qu'elle n'en a les moyens, l'Allemagne fourmi qui regarde ça d'un mauvais œil, tout ça, ça a l'air d'être fini. Vous allez pouvoir peut-être nous en dire un peu plus, et spécialement Monsieur Altmaier, sur l'état du couple franco-allemand qui a traversé des turbulences, on le sait, on s'en souvient, et qui semble aller mieux aujourd'hui. On parle même de mutualisation des dettes des pays de l'Union européenne. Vous pourrez peut-être aussi nous dire tous s'il n'y a pas un risque quand même que, une fois la crise passée, chacun retrouve ses travers, entre guillemets, en tout cas ses positions, et que le naturel revienne au galop sur l'état d'esprit de chacun des pays avant cette crise. Et enfin, toujours dans la même veine, peut-être nous dire comment l'Europe peut avancer, surtout quand on prépare un plan de relance d'envergure, quand le couple franco-allemand n'est pas soutenu par tous ses partenaires. Alors donc je me tourne vers Monsieur Altmaier pour commencer cette discussion sur l'Europe et le couple franco-allemand, parce que c'est vous qui allez nous dire comment il va ce couple en ce moment. Oui, mais avant de répondre à votre question, La cigale et la fourmi, c'est plus ou moins le seul poème français que je sais dire par cœur. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, elle lui dit-elle. Avant ou foi d'animal, intérêt est principal. Je m'arrête ici, et en ce qui concerne les relations franco-allemandes, je suis au moins au présent bien content. J'ai l'impression que le président de la République et la chancelière, nous tous, ont réagi avec notre projet de Recovery Fund à la hauteur de la situation, à la hauteur des expectations. Nous étions en mesure de mettre à côté un peu les philosophies économiques pas tout à fait congruentes que nous avons passionnées dans le passé, et nous avons donné un signal de solidarité et d'optimisme. En ce qui concerne les relations, évidemment, pendant les 30 dernières années, il y avait des espoirs, il y avait des déceptions, il y avait des crises. Parfois, nos accords sont intervenus un peu tard, parfois ils ont été trop faibles, mais cette coopération franco-allemande était et toujours est beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace que n'importe autre coopération en Europe et au plan mondial. Si vous regardez les États-Unis, la Russie, la Chine, si vous regardez les grandes puissances en Europe, en dehors, ça reste toujours la confiance mutuelle, la coopération franco-allemande, c'est la raison d'État pour nous tous. Moi, en ce qui concerne mes responsabilités en tant que ministre de l'économie, de l'énergie, j'entretiens depuis 15 ans, même avant d'être nommé à ce poste, des relations très amicales avec Bruno Le Maire. Nous avons réussi, même avant la crise, de rapprocher nos politiques économiques. La politique industrielle, c'était toujours le privilège et le monopole français, détesté par les autres. Je me souviens, il y a maintenant 2 ans,
à Évian. Eric Woerth rappelle cette réunion à Évian entre les grands dirigeants des entreprises franco-françaises et allemandes. J'ai dit non, il nous faut une politique industrielle. Il nous faut un rôle plus actif de l'État pour mieux affronter les changements, les évolutions au plan mondial, notamment en ce qui concerne les technologies, mais également en ce qui concerne la protection par d'autres États en Asie, aux États-Unis, n'importe où. Et nous avons réussi un manifeste sur la politique industrielle. Nous avons réussi une initiative conjointe sur le droit de la concurrence entre la France, la Pologne et l'Allemagne. Et nous avons inspiré la Commission européenne de présenter un projet de stratégie industrielle ce printemps, quelques jours avant le commencement de la pandémie. Et donc, je trouve que ça a très bien marché. Nous avons identifié pour la première fois depuis l'histoire de l'Airbus, il y a 50 ans, nous avons identifié des projets industriels communs. C'était l'année passée, la production des cellules de batterie. Nous avons pris l'initiative et aujourd'hui, 14 pays européens y participent. Nous avons commencé il y a quelques semaines de travailler ensemble sur le projet Gaia X que j'avais proposé l'année passée en Allemagne. C'est maintenant devenu un vrai projet franco-allemand et nous allons l'élargir par l'Union européenne. Nous avons Thierry Breton, le commissaire français, à Bruxelles, et je suis bien heureux de l'avoir à ce poste avec ce dossier si important pour nous tous. Merci beaucoup, Monsieur Altmaier. Eric Woerth, vous étiez au gouvernement lors de la précédente grosse crise. Les Français et les Allemands ont de la même manière essayé d'avancer main dans la main. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette coopération de l'époque ? Elle avait été solide. Déjà, en réalité, l'Europe est solide, ou en tout cas moins fragile. Au moins, quand le couple, comme on dit, franco-allemand, c'est devenu du langage commun, quand le couple franco-allemand fonctionne. C'est chacun avec sa propre identité, mais fonctionne et converge dans le même sens. L'Europe, elle avance malheureusement, probablement un peu trop par à-coup. Mais au fond, c'est presque humain, probablement, que de le faire. Et dans cette précédente crise, il y a 10 ans, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2008-2009, il y a eu des acquis de cette crise. C'est une crise différente, donc les acquis ne sont pas les mêmes que ceux, j'espère, qui seront ceux d'aujourd'hui. Je pense à l'union bancaire, je pense au mécanisme de stabilité financière, je pense au rôle de la BCE, par exemple, qui a beaucoup évolué à ce moment-là, et bien d'autres points. Et puis, il y a eu des échecs, la fiscalité n'a probablement pas suffisamment vite convergé, il y a eu beaucoup d'autres échecs. Les marchés financiers n'ont pas suffisamment vite non plus convergé. Mais moi, je salue l'initiative, Peter Altmaier, Bruno Le Maire, vu du banc de l'opposition française. Donc, vous voyez, je fais preuve de grandeur d'âme, parce que je pense que c'est bien. Et ce qui a été fait pour essayer de construire un plan de relance, en tout cas des mécanismes de relance, alors entre la relance et puis la relance d'urgence et puis la relance à moyen terme. Bon, à un moment donné, on s'y perd un peu, mais on a bien des mécanismes qui sont des bons mécanismes, et notamment la solidarité financière, les 750 milliards. Si Peter Altmaier me confirmera si c'est bien le chiffre, on voit bien que là, qu'il y a la possibilité de s'endetter collectivement, pas pour le passé, mais pour le futur, que, in fine, les aides aux pays ne soient pas conditionnés, un peu comme pourrait le faire le FMI ou comme le fait l'Europe d'habitude, c'est évidemment fondamental. Des règles de confiance, de solidarité, c'est des règles de vie en commun. Il y a un moment donné, il y a de la technique, mais enfin, il y a aussi la vie, et la vie entre les pays, ça doit être ça. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on joue gros dans cette sortie de crise. L'Europe, elle joue gros, la France évidemment, mais l'Europe, elle joue gros dans cette sortie de crise. Ou elle en sort par le
par le haut finalement, pas par le mur de la dette, pas par des divisions supplémentaires, pas par des non-dits. Elle sort par le haut en ayant mis en place des mécanismes, des initiatives, des idées sur lesquelles on ne reviendra pas, parce que si on revient dessus, ça n'aura pas de sens. Et il y a quand même, au-delà des initiatives qui sont annoncées, il y a la nécessité de les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en œuvre. A priori, pour l'instant, c'est pas le cas. On verra ce que diront les différents pays qui seront consultés là-dessus. Donc, il y a une période de levée de doute. Et cette période, elle doit être très brève et elle doit être profitable à l'Europe. Alors, je sais bien qu'il y a un peu de côté wishful thinking là-dedans parfois, mais je vois que le couple franco-allemand a posé un certain nombre de bases. Et entre nous, il n'y a pas de couple de substitution. Il y a 10 ans ou 11 ans, le président Sarkozy avait essayé de dire qu'il faut équilibrer, on pourrait, entre la France et l'Angleterre par exemple, on a des choses à se dire. Bon, on voit bien le résultat. Aujourd'hui, l'Angleterre, elle est partie, elle vogue vers d'autres cieux, tout en ayant envie quand même de continuer à occuper quelques cabines du bateau, mais c'est pas une bonne idée. Donc on voit bien que la solidité durable de la construction européenne, c'est l'Allemagne et la France, et que cette division entre ce qu'on appelle aujourd'hui les frugaux et puis les moins frugaux, dont la France, donc vos cigales et vos fourmis, je pense que le rôle de l'Allemagne dans ce domaine-là est fondamental pour essayer de recoudre ces divisions. Dans le rôle de couturière, l'Allemagne pourrait être très forte parce que la France est un peu décrédibilisée dans le domaine de sa capacité à tenir ses engagements et l'Allemagne, au fond, est à la fois un pays solide financièrement qui a su montrer qu'elle pouvait faire des efforts et puis montrer également, la chancelière vient de le montrer de façon très très forte sur le plan politique pour dire qu'elle considérait qu'il fallait jouer un rôle de ce que l'Allemagne devait jouer un rôle de solidarité et d'entraînement vis-à-vis de tous les pays. Donc le rôle de l'Allemagne est fondamental, il sera très charnière dans les mois qui viennent. Alors ils sont en train en ce moment, hein, le président français et la chancelière allemande, de faire le tour de ces pays frugaux, et vous dites ça n'avancera pas sans le couple franco-allemand, c'est vrai, mais quand on a des pays qui ne suivent pas, alors que ce qu'on disait tout à l'heure, un plan de relance d'envergure est en préparation, et ben comment on fait avancer On donne des gages. On donne des gages. Quand on est la France, on donne des gages, c'est-à-dire qu'on montre qu'on est capable quand même de temps en temps de respecter une trajectoire, de respecter des engagements. Enfin, ça me semble évidemment très très important que le mur de dette n'est pas quelque chose qu'on prend comme ça de façon anecdotique ou par-dessus la jambe. Que en face des plans de relance, il doit y avoir un plan de stabilité financière ou un plan de rééquilibrage ou de rétablissement financier, en tout cas en France, qui soit de même portée politique. Si vous avez un plan de relance court terme, moyen terme, et puis de l'autre, aucune vision du financement de tout cela, ça ne marchera pas. Donc on doit, nous, faire preuve de crédibilité. J'espère que le président et le nouveau Premier ministre, ils sont prêts. Donc cette crédibilité, elle est fondamentale. Et puis avec le rôle de l'Allemagne qui, elle, dispose de cette crédibilité, je pense qu'on peut peut-être s'en sortir par le haut en Europe. Olivier Blanchard, comment vous analysez-vous cette situation en la regardant avec un petit peu de hauteur? Oui, je suis un peu mal pour parler de l'état du couple devant les mariés. Donc, je vais faire des remarques peut-être un peu plus générales sur l'Union européenne dans ce contexte. Donc, ce qui me paraît très important, c'est que ce plan de relance européenne est une avancée majeure. Je n'ai voir et qui, je pense, va se produire pour deux raisons. La première, c'est la mutualisation de la dette. Alors c'est vrai que c'est spécifique à ce projet, mais je pense que c'est un embryon de quelque chose qui se passera. C'est ce que certains d'entre nous espéraient, mais avaient poussé depuis des années, mais il ne se passait rien, et d'un seul coup c'est arrivé. Mais encore plus un fait que l'argent va être partiellement distribué sous forme de dons au pays, plus que de prêts. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que l'argent va être donné au pays en fonction de leurs besoins spécifiques, plus qu'en fonction d'une formule administrative très contre-productive. Donc ça me paraît très 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 important. Alors, il est vrai que cette fenêtre politique, elle a été ouverte par le Covid. Ça ne serait pas passé sans le Covid, mais ça s'est passé à cause du Covid. En même temps, il est clair, et peut-être là qu'il y aura un désaccord de la part
M. Altmaier, l'argent ne va pas être directement utile à la bataille contre le Covid, parce que ça va arriver trop tard. Les États, dans les mois qui viennent ou dans l'année qui viennent, vont avoir besoin d'argent pour aider certaines entreprises à survivre, pour aider les chômeurs à survivre, etc. Et cet argent ne peut pas venir du plan de relance. Donc il y a un peu de vente mensongère dans la description du projet. Je pense que ce sera très utile à moyen terme. Et là, en effet, il y a des choses très importantes à faire. Il est clair que sur l'investissement vert, sur tout ce qui est réchauffement climatique, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau européen. Et donc, ce plan, je pense que cet argent sera largement utilisé pour ça. Ne sera pas utilisé directement pour le Covid, mais sera utilisé pour quelque chose de très important. Ça me paraît vraiment être un très, très grand changement. Et c'est vrai que l'initiative est venue de la France et de l'Allemagne. On verra comment ça se termine. Ce sera probablement un peu une saucisse, comme d'habitude, avec des compromis. Mais là encore, je suis venant de l'autre côté, regardant de l'autre côté de l'océan. Je crois vraiment que c'est un très grand progrès. Alors justement, vous évoquez ces défis, ces enjeux. L'Europe peut continuer à transformer sa politique économique aussi, on a commencé à en parler, dans les années à venir, les décennies à venir, toutes ces transformations à mener. Vous avez cité la souveraineté, la réindustrialisation, la transition écologique. Ce que j'ai envie de vous demander à chacun, c'est, selon vous, quelles sont les priorités? Alors, Eric Woerth, je vous donne la parole en premier, puis ensuite on entendra M. Altmaier sur le sujet. Merci. D'abord, je pense que c'est les idées de solidarité et de responsabilité, quoi. On sera solidaire si on est responsable. S'il y a des gens qui ne sont pas responsables, on n'acceptera pas la solidarité ou la mutualisation des questions. Donc c'est fondamental, l'un va avec l'autre. Et l'Europe est un bien commun. Si on n'arrive pas à s'en apercevoir, ça ne marchera pas. C'est plus facile de la détruire que de la construire, hein. C'est beaucoup plus facile. Donc on est dans cette période-là quand même. Toute organisation humaine connaît des périodes à un moment donné de grands chambardements. Et là, on est dans une période, pas uniquement à cause du Covid, on y allait. En fait, le Covid a accéléré tout ça. Moi, je suis pas toujours en phase avec ma famille politique là-dessus, en tout cas sur une partie de ma famille politique. C'est que je crois que l'Europe a besoin de souveraineté. Vous savez, l'Europe puissance, on dit ça depuis 20 ans, enfin tous les trucs, on les répète d'ailleurs en général depuis 10 ou 15 ans comme ça, et ça veut rien dire. Maintenant, ça veut dire quelque chose, on le voit bien. Cette crise du Covid a montré ça. On a besoin d'indépendance, indépendance en matière de production d'un certain nombre de biens, indépendance en matière d'alimentaire, sans doute indépendance en matière également juridique. Le droit américain peut pas s'implanter partout et dire les choses. C'est vrai aussi pour le dollar. Indépendance en termes monétaires, en tout cas, c'est pas un terme d'indépendance qu'on vient pas dans ce domaine-là, mais enfin on voit bien ce que ça veut dire. Donc on a besoin de retrouver une dimension de souveraineté fondamentale. C'est pas contre les nations, ça nuit pas à l'identité des nations, c'est pas anti-gaulliste, c'est au contraire, à mon avis, très très gaulliste. On n'a pas créé l'Europe à cette époque-là pour faire un truc faible. On a créé l'Europe pour faire un truc fort. Et comme les autres sont de plus en plus forts, de plus en plus imprévisibles d'ailleurs, il faut évidemment que l'Europe puisse réagir. Et donc on a besoin d'avoir des facteurs d'intégration supplémentaires. Dans le domaine des jeunes, par exemple, on va se heurter à je pense que tous les pays d'Europe vont se heurter à une vague monstrueuse de chômage de jeunes. Alors pour certains, ils l'ont déjà anticipé, c'est vrai pour nos amis allemands, c'est moins vrai pour la France. Donc on doit avoir des réponses coordonnées pour que les jeunes d'Europe sentent que l'Europe a existé à un moment donné où ça allait très très mal pour eux. Donc il y a des initiatives à prendre sur les plans nationaux, mais aussi sur les plans internationaux. L'industrie retrouve son lustre. On a besoin d'industrie. On n'avait pas toujours compris dans tous les pays. On a besoin d'industrie, on a besoin de relocaliser un certain nombre de productions. C'est vrai aussi pour la recherche. On ne peut pas laisser le numérique totalement dans la main des Américains ou des Chinois. Donc il y a des réponses collectives et il y a plein d'initiatives qui sont prises, hein. Il faut les accélérer évidemment. Et puis on doit affronter ensemble les défis mondiaux. La mondialisation, elle va rester. Personne va s'enfermer à l'intérieur de ses propres frontières. Donc il faut changer la mondialisation, mais elle va évidemment continuer, changer les règles du commerce mondial, changer les règles de la concurrence aussi en Europe. Tout ça, c'est fondamental. Mais les défis mondiaux, le défi climatique, qui est un défi mondial, il n'obtiendra de réponse que mondialement. Et l'Europe, elle doit apporter sa pierre, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des transports. Il y a des politiques qui sont absolument pas les mêmes entre les pays
européen. Par exemple, entre les Allemands et les Français, on a un mix énergétique extrêmement différent. On doit pouvoir aboutir à des solutions peut-être plus fortes. Dans le domaine du numérique, c'est un problème aussi de fiscalité, c'est-à-dire comment la création de valeur ajoutée à un moment donné, où est-elle taxée, comment finance-t-elle le bien commun. Dans le domaine des pandémies, c'est évidemment l'indépendance en termes de recherche sur les sujets principaux. Et puis moi, je pense aussi aux migrations. À l'aide publique au développement, on n'est pas tout seul. Ce ne sera pas un îlot, l'Europe, même une Europe réussie. Donc on a besoin aussi de travailler sur le problème des migrations. On a vu à quel point les migrations ont été des facteurs de division les années précédentes, et il faut donc une base sociale. Enfin, dans la réindustrialisation, n'oublions pas que cette crise, elle montre quand même une chose, c'est que plus personne n'a vocation à être l'usine du monde. On voit que ça ne marche pas, donc il faut répartir les usines du monde. Et puis dernier point, c'est sur le pacte de stabilité. C'est probablement plus technique, mais on va sûrement y revenir, on va en discuter. De stabilité, il a un peu souffert là. Ça fait longtemps qu'il souffre. À force de pas être respecté, il faut peut-être redéfinir des règles, mais des règles qui continuent à être des règles de contrainte, des règles de contrainte qui peuvent être des règles de force, parce que c'est la force de l'euro. Et puis à long terme, il faut évidemment tous les programmes de recherche doivent être multipliés par 2. Il faut plus de budget en Europe. Le budget européen est beaucoup trop faible. Je terminerai par ça. C'est pas anti-souverain ou anti-souveraineté des nations que de dire que le budget européen est trop faible et qu'il faut trouver un moyen de le rendre plus agile, comme on dit aujourd'hui, enfin surtout plus fort. Merci Eric Woerth. Alors, Monsieur Altmaier, on se tourne vers vous. Comment vous nous le décririez, vous, ce projet européen de demain ? Oui, le projet de demain, c'est d'abord de sauvegarder la solidarité dont nous en fait preuve maintenant pour l'avenir. Nous sommes évidemment le couple franco-allemand, mais nous ne sommes pas du tout les seuls dans l'univers. C'est-à-dire, il faut créer un esprit de corps, recréer un esprit de corps après le Brexit notamment. Et là, je suis plus optimiste que j'étais il y a 2 ou 3 ans. En ce qui concerne la politique de stabilité, oui, quand j'étais jeune étudiant, j'ai toujours pensé la fourmi, c'est l'Allemagne, les cigales, ce sont tous les autres. Entre-temps, j'ai bien compris, non, il faut reconnaître la place de la cigale et de la fourmi en dedans de chacun de nos pays. C'est-à-dire, il faut pratiquer une politique flexible qui peut répondre aux défis, c'est-à-dire à un moment de crise, il est extrêmement important d'agir, de réagir, de mettre à la disposition des marchés un soutien économique important. Après la crise, on ne va pas rentrer à la situation avant 100%, mais évidemment, pour bénéficier de la confiance des marchés financiers, même au long terme, il faut absolument que nous allons faire face à la situation de dette dans certains pays, mais ce n'est pas le débat et la discussion aujourd'hui. Troisième point, et ça c'est peut-être le point le plus important, nous avons adopté d'ensemble le plan vert. Le plan vert est à l'initiative du président de la République, à l'initiative d'Ursula von der Leyen. L'Allemagne soutient du fond de son cœur le plan vert, mais il faut réconcilier le plan vert avec la politique industrielle qui est si importante. Je vous donne un exemple. Et en France et en Allemagne, il y a une production importante d'acier. Aujourd'hui, les émissions CO2 du secteur acier sont assez élevées. Si on veut arriver à climate neutrality, s'il veut réduire les émissions CO2
pratiquement à 100%. Il faut organiser une transformation de l'acier gris vers l'acier vert. L'acier vert, c'est possible. Il faut remplacer le charbon utilisé aujourd'hui pour produire l'acier par l'hydrogène renouvelable, produit par des énergies renouvelables sans des émissions CO2 du tout. Mais pour y arriver, il faut regarder la compétitivité au plan mondial. Et là, nous avons plusieurs idées à examiner, notamment le Border Adjustment Mechanism, notamment l'idée de donner un soutien financier aux industries concernées. Mais notre but doit être de préserver les industries que nous avons toujours et de regagner les capacités industrielles que nous avons perdues ou que nous n'avons jamais eues en Europe. Et notamment en ce qui concerne le numérique, oui, aujourd'hui, la grande majorité des données et le montant des données est en train de se multiplier tous les mois, toutes les années. Tout cela se trouve aux États-Unis, dans des hyperscalers américains ou chinois. Quelle est l'ambition européenne là-dessus? Nous avons créé le projet Gaia-X pour créer Sovereign European Data Infrastructure par la coopération des entreprises concernées et en France et en Allemagne. Il faut réfléchir sur l'intelligence artificielle et notamment la conduite autonome. La plupart des automobiles au plan mondial, où une grande partie est produite toujours en Europe. Mais quelle sera la situation si la conduite autonome sera monopolisée par les États-Unis ou par la Chine? Quelle sera la situation si les véhicules électriques auront tous des batteries produites en Asie? Donc, ce sont des défis, ce sont des grands défis pour nous tous. J'ajoute la technologie 5G, où il faut agir rapidement pour créer des capacités européennes. J'ajoute l'industrie de l'hydrogène vert qui est en train donc de se former. Là, il faut avoir un rôle européen important. Ce sont tous des choses qui se trouvent déjà dans le cahier des devoirs de nous tous. Et je voulais dire finalement un mot sur la coopération entre Français et Allemands. C'est comment dit-on, un défi non seulement politique, c'est un défi social pour nous tous. Nous avons réussi, entre la chancelière et le président, entre la plupart des ministres de côté, aujourd'hui une très bonne coopération. Mais très souvent, j'ai peur que cette coopération n'est pas vraiment traduite vers la vie sociale et la vie culturelle dans nos pays. Et là, je crois qu'il faut entamer des multiples initiatives dans les années à venir. Merci beaucoup, Monsieur Altmaier. Olivier Blanchard, est-ce que vous constatez, vous, depuis donc du coup Washington où vous êtes installé, ce retard européen dans les data que vient de citer Monsieur Altmaier, l'intelligence artificielle, tout ça, vous constatez que ce sont des retards européens qu'il faut vraiment rattraper?
Oui, absolument. La liste que M. Wörth et que M. Altmaier en particulier a donnée me paraît être exactement la bonne liste. J'étais très impressionné par la liste des projets, justement ce qu'il faut faire. Il est clair que quand la crise Covid est dans le rétroviseur, et on peut espérer que ça arrivera un jour, les grands défis qu'il y avait avant la crise Covid sont toujours là, et que maintenant on a compris qu'il fallait vraiment les attaquer, et je pense qu'il y aura plus de volonté pour le faire. Les grands défis même que ceux qui étaient il y a 3 mois, c'était un peu le mandat de la commission que le président Macron m'a demandé de mettre en place. Il y a le réchauffement climatique, il y a les inégalités, il y a le vieillissement, qui sont des problèmes communs à l'Europe, et chacun d'entre eux a une dimension fondamentalement européenne. Le réchauffement climatique, ça ne se fait pas au niveau du pays. Ça se fait au niveau du monde, mais si ça ne peut pas se faire au niveau du monde, ça se fait au moins au niveau de l'Europe. Si par exemple on veut mettre des taxes carbone à l'entrée pour les produits lourds en CO2, ça ne peut être fait qu'au niveau européen, c'est quelque chose de très important. L'égalité, il y a plein de dimensions, beaucoup sont nationales, mais certaines sont internationales. La taxation des multinationales est un vieux problème qu'on était, je crois, en train de résoudre avant la crise, mais pas totalement. On arrive à des accords. Ça me paraît absolument essentiel qu'il y ait un accord au niveau. Donc tout ça, j'espère, va se produire. Alors est-ce que c'est un espoir ou une prévision? C'est un peu entre les deux. J'ai l'impression que le Covid a fait réfléchir les gens pas mal et qu'il y a une chance qu'ils soient un peu plus pro-européens sur ces sujets qu'ils ne l'étaient. Ce dont M. Wörth et M. Altmaier n'ont pas parlé, ou M. Wörth l'a mentionné, c'est le problème de la dette. Et j'ai vu que vous aviez l'intention d'y revenir peut-être, donc quelques mots. Alors, en fait, parce que c'est très intéressant, nos auditeurs sont très intéressés par ce sujet. Donc justement, profitez-en pour en parler, ça les intéresse. Très bien, alors je donne toutes les réponses. Voilà. Donc, le premier point, c'est qu'on a eu raison, et là j'ai été très impressionné par l'attitude allemande, on a eu parfaitement raison de dépenser ce qu'on a dépensé. On aurait peut-être pu dépenser un peu moins, mais en temps réel, on a fait exactement ce qu'il fallait. Mais le problème, en effet, c'est que ça a augmenté la dette à partir de niveaux qui étaient historiquement assez élevés. Donc la question, c'est est-ce que c'est catastrophique ou pas? Comme peut-être vous le savez, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps, donc je ne crois pas que ce soit catastrophique. Et la raison essentielle, c'est qu'on a d'une certaine façon la chance d'avoir commencé cette crise et avec des taux d'intérêt très bas, et les taux d'intérêt vont rester très bas sûrement pendant quelques années, peut-être même pendant une décennie, d'après ce que les marchés ont l'air de penser. On n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Mais ça veut dire que le coût de la dette, le coût budgétaire de la dette, qui est en gros le paiement des intérêts et donc la nécessité de trouver de l'argent pour les payer, est relativement faible. Donc il est clair que les chiffres qui avaient les 60%, les 3%, ne sont pas les chiffres qu'il faut aujourd'hui. En même temps, il est clair qu'il n'y a pas une place infinie pour augmenter la dette indéfiniment et qu'il faudra à un moment la stabiliser et puis doucement la réduire. L'erreur, là, ce serait de le faire trop tôt. On va encore avoir à dépenser. Je pense que l'année qui vient va encore coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut le faire. Mais quand c'est derrière nous et qu'il y a un peu plus de marge de manœuvre du point de vue de la politique monétaire, du point de vue de la BCE, là ce sera très important de doucement diminuer la dette. Mais je ne suis pas terrorisé à l'idée que la dette arrive à des niveaux de 150% dans certains pays. Je pense qu'on peut le faire, mais ce sera certainement un des défis du futur. Monsieur Altmaier, est-ce que vous êtes terrorisé à l'idée que certains pays puissent atteindre 150% de dette? Non, je ne suis pas terrorisé, mais je réfléchis quand même de temps en temps sur l'évolution des choses. Parce que nous avons bien compris tous qu'il faut dépenser pendant la crise, mais si la dette qui est arrivé la dernière fois à 100%, va maintenant arriver à 150%, pendant la prochaine pandémie à 200%, et ensuite à 250%. Ça sera pas du tout facile à imaginer. Donc, il faut créer au moins une logique
qui nous permet donc de stabiliser les choses. Je me souviens quand j'étais ministre faisant fonction des Finances après les dernières élections du Bundestag pendant quelques mois, j'ai reçu mon homologue italien. À l'époque, la dette italienne s'est élevée à 130%. Et je lui disais, mais écoute, regarde, tu as une croissance économique très solide depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu fais pour réduire la dette? Il m'a dit, oui, mais la crise, c'était si pire, et maintenant, il faut quand même un peu donner le sentiment aux gens que les choses ont amélioré. On va commencer il y a 2 ans, dans 2 ans d'ici, je te promets. Il n'est plus ministre des Finances, moi non plus. La situation a profondément changé. Donc, je trouve, il faut comprendre ni la rigidité de la position allemande ou néerlandaise ou autrichienne, quand on a dit toujours ni la rigidité de la philosophie de certains d'autres pays, et la solution du problème. Et moi, j'ai toujours admiré la situation en France où Bruno Le Maire a tout fait pour stabiliser les finances et la dette, et il a réussi d'ailleurs pendant les dernières années. Donc, il faut pas exagérer, mais il faut avoir quand même une idée de solidité et également l'idée de la solidarité. Les 2 choses sont importantes et je suis sûr et certain on va y arriver. Les Allemands ont toujours été opposés à l'idée des eurobonds. En même temps, nous avons bien compris ça sert à rien de donner plus de crédit aux pays en besoin parce qu'ils ont déjà plus de crédit que raisonnable. Donc, nous avons, avec la France, imaginé un mécanisme nouveau. C'était une création politique, économique, très raisonnable et je reste optimiste. Je suis sûr et certain on peut faire une combinaison entre la stabilité et la solidarité qui pourrait nous aider pendant les années à venir. Stabilité, solidarité, Eric Woerth, en un mot pour clore sur ce sujet de la dette. Oui, enfin c'est un grand sujet. Et moi, je suis non pas terrorisé par le niveau d'endettement, il est évidemment important, hein, mais je suis pas terrorisé. Je suis terrorisé par l'idée qu'on n'en tienne pas compte et qu'on ne fasse pas en sorte, lorsque le temps va mieux sur le plan économique, de réduire les choses. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne répare jamais. On est tout le temps en train de colmater. Et comme les crises s'enchaînent de plus en plus vite, crise de 2008-9, c'est il y a 10 ans, quoi. Ça s'enchaîne beaucoup, comme les crises de pandémie. Rien n'empêche l'année prochaine de trouver un nouveau virus, quoi, ni d'avoir une catastrophe climatique. Donc, si on accumule sans jamais savoir ce que ça peut devenir et sans changer nos modes de production ou nos modes de réponse financière, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va exploser. Il n'y a pas de magie là-dedans. Moi, je suis contre, par exemple, l'idée de confiner de la dette, de la cantonner, de dire on la met à côté et puis on verra ce qu'on la traitera. Oui, à partir du moment où vous avez vous avez plein de risques de le refaire, ça marchera pas. Ou alors faut cantonner seul des gilets jaunes. C'est une drôle de manière de dire je veux pas voir, quoi. C'est les petits singes. Hein, je bouche les oreilles, je bouche les yeux et puis je reprends la vie comme avant. Non, la vie pour préciser aux gens qui nous regardent, la France est en train de réfléchir à faire quelque chose dans ce genre-là. Oui, mais on la met sur le côté. C'est fou ce qu'on est fort pour réfléchir à des artifices, quoi. Et honnêtement, je sais bien qu'on arrive au 14
14 juillet, mais on ne peut pas réfléchir sans arrêt à des artifices. Il faut réfléchir à comment gérer correctement un pays tout en donnant la priorité à un certain nombre de dépenses. Et en ce qui concerne la fiscalité, je rebondis là-dessus parce qu'Olivier Blanchard en a parlé, c'est que les règles de la fiscalité, elles vont devenir de plus en plus européennes et de moins en moins nationales. Ouais. Si vous considérez que sur le climat ou sur le numérique, qui sont fondamentaux, les fiscalités qui reposent sur ces sujets sont des fiscalités qui ne peuvent pas être nationales, elles doivent être à ce moment-là européennes. Ouais. C'est vrai sur la taxe carbone dite aux frontières, c'est vrai aussi sur la fiscalité du numérique. Donc ça change quand même un peu l'ordre d'idées et les niveaux de convergence que nous devons avoir à un moment donné sur le plan financier. Mais 40 points d'écart de dette entre l'Allemagne et la France à un moment avant et puis après le Covid, ça fait ou rêver ou ça fait très très peur parce qu'en face il y a quand même l'euro qui est une monnaie fondamentale et commune et qu'il va bien falloir à un moment donné régler ces sujets-là. Alors je vais vous couper, Eric Woerth, parce que je voudrais vous poser une dernière question sur un sujet qui semble intéresser vraiment les gens qui sont derrière leur écran et vous faire parler chacun sur le sujet des jeunes et du chômage. Quelles solutions européennes concrètes pour enrayer le chômage de masse et notamment celui des jeunes, nous demande un anonyme, qui précise que le financement du chômage partiel ou technique n'est finalement qu'un moyen de l'installer. Donc effectivement, beaucoup d'inquiétudes sur la rentrée de ces jeunes, l'avenir pour ces prochaines années des jeunes sur le marché du travail. Est-ce qu'on a des solutions concrètes en Europe pour enrayer le chômage? Monsieur Altmaier, je commence par vous. Pour avoir une petite idée de cette solution complexe? Non, oui, mais c'est très simple, c'est la croissance économique. En Allemagne, on a eu un chômage élevé des jeunes dans les années 90 et au début du XXIe siècle. Avec la croissance économique, ça a complètement changé. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage parmi les jeunes extrêmement bas. Évidemment, la situation est un peu plus compliquée dans d'autres pays parce que la situation démographique en Allemagne est malheureusement pas la même qu'en France. Nous avons moins de jeunes qu'ailleurs en Europe. Mais je suis sûr et certain, si nous arrivons à créer un marché de travail, un marché d'emploi autour de l'Europe, non seulement pour les travailleurs migrants, les frontaliers, les saisonniers, non, mais également et notamment pour les jeunes, ça pourrait nous aider à mieux régler le problème. Olivier Blanchard, une ébauche de solution pour, s'il y avait une formule magique, on le saurait, pour enrayer ce chômage de masse et ces jeunes qui vont se retrouver sur le carreau à la rentrée, très clairement. Pas de formule magique. Il y a deux dimensions qui étaient là avant le Covid. Il y a toujours un problème de chômage en France qui affecte à la fois les jeunes et les vieux. Et puis le Covid rend ça... il y a un autre problème qui est en effet les gens qui arrivent sur le marché à ce stade vont avoir beaucoup de mal à trouver un travail. Et l'évidence qu'on a de toute une série d'études, c'est que quand on rentre dans un marché, on commence sa vie professionnelle dans un marché déprimé, on souffre pendant des années et des années et des années. Et donc ça, c'est un vrai problème, il faut faire quelque chose. Et donc il faut en gros trouver ou donner des incitations aux entreprises pour engager les jeunes, peut-être avec des contrats temporaires, juste pour être dans le monde du travail, peut-être avec des subventions, mais de faire qu'ils soient un peu intégrés et qu'ils aient une chance de s'en sortir. Ça me paraît être un problème très très important, un problème à très court terme. Il faut faire quelque chose. Ensuite, le marché du travail en France a plein de problèmes qui étaient là longtemps avant la crise et qu'il faut aussi adresser. Mais pour les jeunes cette année, il faut faire quelque chose. On a posé ce diagnostic bien avant qu'il ne soit dans le débat public. Les jeunes ne peuvent pas payer le prix de cette crise, quoi. C'est juste
pas possible. Ce qui se Tout le monde- profile pour tout le monde l'instant, peut le hein. comprendre, quelle que soit son opinion politique ou son opinion sur l'Europe. Donc, qu'il y ait des coordinations européennes, c'est évidemment fondamental, mais je crois d'abord à la réponse des nations là-dessus. Il faut subventionner massivement le travail des jeunes. Ouais. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a des solutions à plus long terme, les qualifications, etc. Mais il faut subventionner massivement. J'ai proposé la baisse du coût du travail, zéro charge sociale pour l'embauche d'un jeune. On peut procéder autrement, on peut penser aux charges sociales salariales, on peut penser aux charges sociales patronales, on peut penser à des primes, enfin qu'importe le mécanisme technique, mais il faut baisser le coût du travail. Il faut que les chefs d'entreprise aussi s'estiment aussi à un moment donné en responsabilité sociétale, s'ils ont les moyens financiers de le faire. Il faut leur donner, l'État doit leur donner les moyens financiers de le faire, et puis derrière, eux doivent être à la hauteur de cette responsabilité. Bien sûr, la croissance permettra beaucoup de choses, mais au jour d'aujourd'hui et pour la rentrée, c'est la subvention massive. Et on n'a pas le temps d'attendre, quoi. On a un PLF, un projet de loi de finances rectificative là, qui est suspendu par à notre remaniement. ce remaniement ministériel. Ouais. Honnêtement, on devrait y injecter immédiatement des mesures de relance du marché du travail des jeunes. Et je suis d'accord avec Olivier Blanchard. Il faut aussi que dans les contrats, il y ait probablement une possibilité d'avoir des contrats plus souples, et il faut subventionner aussi des contrats à durée déterminée, pas uniquement des contrats à durée indéterminée. Il faut prolonger les stages, il faut tout utiliser pour que les jeunes soient encore en contact avec le marché du travail. S'ils commencent mal, déjà en France, ils commencent tard à entrer sur le marché du travail. Si en plus ils y entrent mal, on ne peut pas accepter dans un pays comme le nôtre qu'une génération soit soumise à de telles circonstances. On doit tout faire pour éviter ça. C'était un plaisir de discuter avec vous ce matin de l'avenir de l'Europe. Ce sera notre petite contribution au débat. Olivier Blanchard, merci. Monsieur Peter Altmaier, un grand merci. Et Eric Woerth, à côté de moi, encore merci. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de dimanche. Vous continuez à suivre les débats sur le site des rencontres économiques. Et nous, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.